Merci, nous allons donc démarrer, ça fera venir les derniers arrivants. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour accueillir Mathieu Lartaud. Nous avons l'honneur et le privilège de vous accueillir ici. Merci infiniment de nous rejoindre à Saint-Médard-en-Jalles, Mathieu Lartaud. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous d'être là. Je crois que vous êtes en vacances scolaires pour les plus jeunes d'entre vous, donc ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Et maintenant je vous suis Frédéric. Merci beaucoup, on va parler de votre très beau livre. C'est un livre magnifique et très émouvant. Et pour démarrer, on a souvent l'habitude de faire une biographie de nos écrivains. Mais je pense qu'on va pouvoir en faire l'économie puisque tout le monde vous connaît très bien ici, Mathieu. Tout le monde sait que vous êtes le présentateur de la mythique émission de sport qui s'appelle... Voilà. Et vous avez... C'est un quiz. Ok, d'accord. Vous avez commencé votre carrière de journaliste sportif très jeune, oui. À l'âge de 23 ans, c'est bien ça, Mathieu? 20 ans même. Oh, wow. Oui. En tant que stagiaire à France Télévisions. Je suis arrivé en stage, moi je suis un bébé France Télévisions. J'ai fait une école de journalisme et dès ma première année, je suis arrivé en stage d'été à France Télévisions et je suis resté. J'ai fini ma formation en alternance dans une école qui s'appelle le Centre de formation des journalistes professionnels à Paris. Et je faisais une semaine à l'école et le reste du temps à France Télévisions dans la rédaction de Stade 2. Parce que c'est un métier quand même qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Et j'ai eu la chance dès mon arrivée, quelques mois après, de partir couvrir les Jeux Olympiques de Sydney. On était en 2000. Et à cette époque-là, j'avais 21 ans et je ne suis plus jamais parti. Quand vous allez couvrir un événement comme ça au bout du monde, vous n'avez plus trop envie de partir ailleurs après. Merci beaucoup. Et on a la joie de vous retrouver sur France Télévisions avec vos commentaires pour le 15 de France, en compagnie de Raphaël Ibanez notamment. Et nous allons donc... Dimitri Agili maintenant. Ah, pardon. Oh là là, j'ai pas... Raphaël Ibanez est parti prendre d'autres. Merci pour ce rappel, Mathieu. Juste avant de parler de votre livre, vous évoquez souvent le terroir d'Ovalie et les terres d'Ovalie. Oui. Donc j'avais envie de vous poser une question de géographie. Est-ce que selon vous, Mathieu, Saint-Médard-en-Jalles fait oui ou non partie des terroirs d'Ovalie? Mais évidemment. Évidemment. On n'a pas des micros. Les piles sont bonnes, hein, pourtant. Les piles sont bonnes, ouais. Ouais. Non, évidemment, et pour la petite histoire, je le disais au président de Saint-Médard qui est là aujourd'hui, moi je suis venu tourner un sujet à Saint-Médard-en-Jalles, mais il y a... Il faudrait qu'on retrouve la date, mais je pense que c'était il y a 23 ou 24 ans. Je débutais à France Télévisions et à cette époque-là, Titou la Maison, que beaucoup d'entre vous ont dû connaître, évidemment avec l'équipe de France, finaliste en 99. On avait tous vibré aux exploits du 15 de France, notamment contre les Blacks à Twickenham. Et Titou la Maison était venu terminer sa carrière de joueur à Saint-Médard-en-Jalles. Et j'étais venu tourner un sujet à l'époque au club. Donc évidemment que Saint-Médard est une terre de rugby, une terre d'Ovalie. Le club se maintient en Fédéral 1. C'est un club formateur. Je crois qu'il y a plus de 700 licenciés. 763, voilà, très précisément. Donc non, bien évidemment. Et donc je suis ravi de venir partager ce moment avec vous aujourd'hui. Ça me rappelle une époque qui me paraît assez lointaine maintenant. De revenir, j'étais dans le taxi tout à l'heure entre la gare de Bordeaux et Saint-Médard et ça m'a rappelé quelques souvenirs, donc je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Nous voilà rassurés. Nous savons que ça fait partie des terres d'Ovalie. Merci. 1905, donc voilà. Merci pour la précision. Donc, On n'ampute pas le cœur, c'est un magnifique livre. Le titre est très beau, très émouvant. Et vous l'avez associé au sous-titre qui apparaît sur la première de couverture, Mon combat pour la vie. Est-ce que ce titre s'est imposé à vous rapidement au moment où vous avez démarré le travail d'écriture? Oui, et pour être tout à fait transparent, ce n'est pas de moi. En fait, c'est une journaliste très très connue, avec qui je correspondais beaucoup pendant toute cette période, quand j'ai annoncé médiatiquement la récidive de mon cancer. C'est quelqu'un qui m'écrivait au quotidien, et elle m'avait écrit dans un de ses messages des mots de soutien, et dans ces mots-là, il y avait cette phrase « on n'ampute pas le cœur ». Et quand je me suis mis à l'écriture du livre, ça m'a paru évident
que ce serait le titre du livre. Donc je lui ai demandé la permission, puisqu'elle m'avait écrit ce message dans un cadre privé, donc je lui ai demandé si je pouvais emprunter cette phrase qui me semblait être assez évident, qui résume beaucoup de choses que j'évoque dans cet ouvrage. Donc je lui dois ce titre. Qui effectivement, parce que là on est dans une période, on est à 20 jours après la parution du livre et je commence à avoir les retours des lecteurs et beaucoup me parlent de la puissance du titre, donc je suis très 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 content d'avoir choisi ça parce que c'était pas évident au départ, la maison d'édition était partagée sur cette idée-là et en fait ils en sont très contents eux aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours moi, j'ai fait le métier de journaliste aussi parce que j'adorais la titraille. J'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent, jouer avec les mots aussi pendant mes commentaires en direct, notamment sur le 15 de France. Donc voilà, j'avais envie de rester aussi fidèle à ce que je suis sur ce titre-là et je pense qu'effectivement il résume assez bien l'idée du livre et il me caractérise beaucoup. Merci, c'est vrai qu'il est magnifique ce titre et effectivement, de façon métaphorique, il évoque l'idée que malgré la douleur et la souffrance de l'amputation, toute votre passion reste intacte et votre amour pour la vie, pour le sport et le rugby sont toujours présents dans votre vie. Oui, il y a évidemment cette idée-là, il y a aussi l'idée que on peut vous enlever une partie de vous, on peut vous enlever pas mal de choses, mais à partir du moment où autour de vous, il y a le soutien, et moi je dédie ce livre à ceux évidemment qui font face au cancer et aux aidants, parce que les aidants sont hyper importants. Et dans ce titre, il y a cette idée-là aussi qu'on peut vous enlever beaucoup de choses, mais si on ne vous enlève pas le cœur, l'amour des gens pour vous, moi j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Alors, évidemment, il y a mes proches, ma famille, mon épouse, mes parents, à qui je dédie ce livre, parce que c'est des gens qui m'ont accompagné, qui ont jalonné mon parcours. Et puis il y a vous. Moi je sais que quand j'ai rendu cette récidive publique, j'ai eu une vague de messages de soutien, de bienveillance, d'empathie qui m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour affronter cette nouvelle épreuve, 27 ans après mon premier cancer. Et donc c'était assez vertueux, je recevais cette vague de soutien populaire et à travers ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux ou dans les émissions dans lesquelles j'ai été invité pour raconter mon histoire déjà, je pouvais servir un petit peu de modèle, en tout cas donner de l'espoir aux gens qui font face au cancer, qui est une maladie malheureusement qui touche à peu près tout le monde, que ce soit directement ou indirectement, on a tous une personne dans notre famille qui fait face à cette saloperie. Et donc j'ai bien vu que mon histoire résonnait chez les gens et j'ai écrit en partie ce livre pour eux, je le dis dès l'épigraphe. Voilà, à tous ceux qui font face au cancer et à leurs aidants, parce que dans les correspondances que j'ai eues pendant 1 an avant de sortir ce livre, j'avais beaucoup de messages où je mesurais l'isolement de certaines personnes qui faisaient face à la maladie. Et moi, je me suis toujours estimé privilégié parce que j'avais mon équipe, c'est ma famille, mes proches, mes enfants, les aidants dont je parle, les soignants aussi. Et puis, on y reviendra un petit peu plus tard, mais sur toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma rééducation à la date, qui ont été déterminants. Et donc, je me suis toujours senti chanceux d'être aussi bien entouré, aussi bien soutenu. Puis après, il y a eu le grand public qui m'a témoigné aussi beaucoup de force, d'amour dans les stades. Quand je suis revenu à la Coupe du Monde de rugby, ça a été assez tsunami de soutien. Ouais, assez phénoménal. Et donc, ça m'a évidemment donné cette force supplémentaire pour affronter la maladie une deuxième fois. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement. Et donc j'espère qu'à travers ce récit-là, c'est ce qui m'a motivé aussi à faire ce livre, c'est essayer d'avoir un récit utile pour ceux qui sont en plein dedans. Merci beaucoup Mathieu. Vous commencez par le prologue et ce titre choque 14 cm, très important, c'est 14 cm. Dans ce prologue, vous parlez clairement de l'amputation et par la suite, vous déroulez votre récit de vie en parlant de votre enfance, puis de votre adolescence de façon linéaire et chronologique. Est-ce que vous avez eu envie, Mathieu, de démarrer par le prologue
et par cette amputation parce que vos lecteurs connaissent cet épisode ou y a-t-il une autre raison? Non, alors quand on écrit un livre, il y a un arc narratif et on essaye d'aller chercher le lecteur et de le captiver. Et je trouvais, alors il y avait deux possibilités. Il y avait soit commencer par le moment où je me réveille de l'amputation, et donc l'enjeu effectivement était de conserver une longueur de jambe suffisante pour après avoir un appareillage et pour pouvoir se remettre debout et marcher. Donc c'était un enjeu très très important. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un prologue. Il y aurait pu avoir aussi le moment où, je le raconte dans le livre, où je dis adieu à cette jambe qui m'a fait souffrir pendant un quart de siècle. Cette scène de la douche à la bétadine à 5h30 du matin avant d'aller au bloc opératoire, où je dis adieu à cette jambe, mais avec bonheur, parce qu'elle m'a tellement fait mal tout au long de ma vie que c'était un moment presque joyeux. Donc il y avait ces deux possibilités-là, sachant qu'après, effectivement, on repart de manière un peu plus chronologique, même s'il y a parfois des ellipses, pour gagner un peu de temps et donner cette volonté que j'avais d'une écriture un peu rythmée, nerveuse, qui vous tient en haleine, où on n'a pas trop envie de... Moi, en tant que lecteur, j'aime les récits où j'ai du mal à refermer le livre, j'ai envie de continuer et d'aller le plus vite possible à la fin. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire dans l'écriture de ce livre. Et je trouvais que le prologue tel qu'il était fait, on rentrait de plein pied dans cette histoire-là. Voilà. Sans mauvais jeu de mots pour le coup. En parlant de jeux de mots, je rebondis. On a l'habitude d'entendre vos charmants jeux de mots au moment des commentaires. On les retrouve ici. J'ai beaucoup aimé vos titres. Par-dessus la jambe, équipe espoir. J'ai trouvé ça très beau puisqu'on a l'habitude des équipes espoir pour les jeunes qui vont ensuite monter dans l'équipe 1. Et là, on va laisser nos lecteurs découvrir cette très belle séquence, même si on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et, j'ai même hésité, puisqu'on est dans les jeux de mots, j'ai failli donner comme titre à ce livre « Ça recommence ». Parce que j'ai eu un sarcome une première fois, puis une deuxième fois. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, mais si je n'avais pas été aux éditions Robert Laffont, et si je m'étais édité tout seul, je pense que j'aurais donné ce titre à ce livre. Non, mais c'était pas la petite blague, mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, moi j'accorde beaucoup d'importance à la titraille, j'aime ça, j'aime jouer avec les mots, avec la langue française qui est magnifique. Et donc il y avait cette idée tout au long du livre de chapitrer, de manière à ce que ça parle aux gens. Évidemment, ceux qui sont dans le rugby savent que l'équipe Espoir, bon, moi c'est l'équipe qui m'a maintenu à flot pendant cette période où il y a eu aussi des moments parfois un peu difficiles à vivre. C'est l'analogie évidemment avec les espoirs du rugby. J'ai un fils qui joue en espoir en ce moment, donc je sais de quoi je parle. Donc tous les titres de chapitres sont effectivement une métaphore souvent avec le monde du rugby. Et je voudrais saluer la qualité littéraire de votre livre, Mathieu. Merci. Vraiment, parce que j'ai trouvé de très beaux procédés d'écriture, des métaphores, des hyperboles, des paronomases, des synecdoques et autres figures de style très recherchées, donc félicitations. Et je voudrais aussi saluer l'humour et l'ironie. À plusieurs reprises, vous m'avez fait beaucoup sourire et beaucoup rire, avec un sujet très douloureux. Alors je vais, là aussi, on ne va pas tout dévoiler, je vais laisser nos lecteurs découvrir ces moments qui m'ont fait sourire, notamment l'histoire des geysers au moment de l'infection, ou l'histoire du roast beef, qui m'a fait beaucoup rire. Où trouvez-vous la force de faire rire vos lecteurs avec un sujet aussi délicat, Mathieu ? Ça fait, en toute modestie, ça fait partie de mon caractère. J'ai toujours été comme ça. Je pense qu'avoir été confronté à la maladie très tôt, à l'âge de 16 ans, ça vous donne un regard sur la vie peut-être différent. Je le dis dans le livre, j'ai gagné en maturité lors de mon premier cancer, donc, qui a mis un peu de temps à être diagnostiqué, mais j'ai passé environ 2 ans dans les hôpitaux. Et je raconte dans le livre que de ces 2 années-là, j'ai gagné 15 ans de maturité parce que j'avais une urgence, quand je suis sorti de là, à accomplir des choses. Et je ne suis pas un cas à part. J'ai côtoyé dans mon parcours des jeunes gens, des jeunes adultes qui étaient exactement dans la même philosophie de vie. C'est-à-dire, vous apprenez à relativiser beaucoup de choses parce qu'au quotidien, vous côtoyez des gens
qui vivent toujours pire que vous. Moi, ça a été ma grande leçon tout au long de ma vie, de faire en sorte de relativiser les choses. Quand j'ai fait ma première chimiothérapie à l'âge de 17 ans, j'étais dans un service où on était qu'entre enfants ou adolescents. J'ai vu des enfants et des adolescents qui étaient en fin de vie, qui étaient sur des chimiothérapies pour gagner des jours, des mois parfois. Quand vous êtes confronté à ça à l'âge de 16-17 ans, ça vous marque et ça vous fait prendre conscience que ce que vous vivez est certes difficile, hein, c'est une épreuve, il ne faut pas le nier, il faut pouvoir avoir les idées claires sur ce qui vous arrive, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a toujours pire que soi. Et puis quand le cancer, la récidive est intervenu 27 ans plus tard, bah, la même chose quoi. Quand je suis arrivé au centre de rééducation, je parle de communauté de destin parce que on a tous été à des degrés différents frappés par la vie, un coup du sort, un accident domestique, un accident de la route, un accident du travail, une maladie comme moi, et vous voyez des gens qui vivent des choses très difficiles, parfois plus difficiles que vous. Et donc, moi, ça fait partie de mon tempérament. J'ai toujours affronté la vie de cette manière-là, en relativisant et en disant que finalement aujourd'hui, voilà, je suis arrivé face à vous debout, en marchant. Alors certes, ça me demande des efforts au quotidien. Il y a des contraintes, c'est une évidence. Mais par rapport à ce que j'ai vu et côtoyé de près, je m'estime plutôt bien loti. Et honnêtement, c'est pas de la fausse humilité. Il y a énormément de gens comme moi dans tous les centres de rééducation, dans tous les centres de chimiothérapie que j'ai pu côtoyer, qui sont dans cette optique-là. Quand vous affrontez ces maladies-là, et je suis encore suivi de manière très très étroite, hein, je suis suivi tous les 3 mois. Je ne crie jamais victoire parce que ce sont des maladies qui sont très sournoises, donc on ne sait jamais. J'en suis l'incarnation, puisque 27 ans après, elle est venue me refrapper. Donc il faut pouvoir continuer à, moi je dis souvent, à sourire à la vie, en tout cas à continuer à vivre normalement. Moi je suis papa, j'ai 2 enfants, une épouse qui m'a beaucoup épaulé, et donc je leur dois de continuer à vivre. Et puis j'ai cette chance-là de faire un métier extraordinaire, qui est un métier de passion, qui m'amène aussi face à vous, parce que si j'étais quelqu'un de lambda, peut-être que ça n'aurait pas résonné aussi de cette manière-là. Donc j'ai conscience de tout ça, donc je m'estime encore une fois dans mon malheur, parce que c'est une épreuve de vie difficile, assez privilégié et assez chanceux. Merci beaucoup Mathieu. Pour rebondir sur ce que vous dites, au sein de cette équipe Espoir que les lecteurs vont découvrir dans votre très beau livre, eh bien, on vous appelait la star d'ailleurs, hein, vous le dites bien. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait juste parler d'un personnage très marquant, Adama, simplement, pour vous parler des gens qui vivent parfois pire que vous, et j'ai trouvé que l'exemple d'Adama était vraiment extraordinaire. Oui, bah pour ceux qui n'ont pas lu le livre, sans spoiler un petit peu toute l'histoire, mais Adama est un des personnages qui a été avec moi au centre de rééducation. Donc moi j'ai fait quand la récidive a été rendue publique, j'ai fait évidemment de la chimiothérapie avant de me faire amputer. Et après l'amputation, je suis allé dans un centre de rééducation à Châtillon, en région parisienne. C'est un centre de rééducation spécialisé pour les amputés notamment, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont malheureusement victimes de problèmes neurologiques, beaucoup d'AVC sévères. Et dans les personnes que j'ai croisées à la date, il y avait Adama, parce que quand je suis arrivé dans le centre de rééducation, donc moi je suis arrivé 6 semaines après lui, il avait eu un accident du travail, il travaillait sur des rails, il coupait des rails et une machine lui est passée sur les jambes et il lui a amputé, coupé en tout cas l'une de ses jambes qui était dans un tel état qu'il a fallu aller greffer des morceaux de peau de son autre jambe qui heureusement est resté là pour qu'il puisse être appareillé. Et Adama il est rentré dans ce centre de rééducation 6 semaines avant moi, et les premiers jours où j'étais sur le plateau technique, donc c'est l'endroit où tous les patients se réunissent avec leur kiné, et on a un travail spécifique d'1 heure, 1 heure et demie avec un kiné en individuel, et puis ensuite on peut aller faire de la musculation, du gainage, enfin pas mal de choses qui permettent de supporter ensuite l'appareillage, parce que
Les prothèses sont lourdes, il faut pouvoir les activer pour marcher. Donc il faut vraiment faire un travail de fond très très important. Et moi, je me suis fait amputer le 16 juin et j'avais pour objectif d'être au Stade de France le 8 septembre pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc le délai était très très serré et tous les médecins, les kinés me disaient que ce serait impossible de pouvoir reprendre le travail à cette date et surtout de me mouvoir, d'être debout dans les stades et de me déplacer, parce que évidemment quand vous êtes commentateur, vous vous rendez dans tous les stades. Donc, sans parler des contraintes liées aux personnes à mobilité réduite qui sont en plus assez lourdes, il n'était pas très optimiste sur le fait que je puisse le faire. Et quand je suis rentré dans ce centre de rééducation et que j'ai vu Adama, qui avait donc 6 semaines d'avance par rapport à moi sur sa rééducation, moi j'étais tout seul, je faisais du rameur, je faisais de la muscu, puis je l'observais, puis je l'ai vu arriver une première fois, il était en béquille, il était déjà appareillé, il avait sa prothèse. Je le trouvais très affûté, il marchait déjà très bien à 2 béquilles, puis 2-3 jours après, il avait plus qu'une seule béquille, et puis une semaine après, il était avec une canne, comme je le suis aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, s'il arrive à faire ça en l'espace de 7 semaines, c'est à peu près le délai qui est le mien pour pouvoir revenir pour la Coupe du Monde, je peux y arriver, je vais y arriver. Et je me suis dit, il faut que je me mette dans la roue d'Adama. Donc tous les jours, je faisais mon travail spécifique avec ma kiné qui durait 1h30 et puis après, on s'est mis tous les deux. Au début, on était tous les deux, puis on a été rejoints par d'autres patients. Les lecteurs vont les découvrir. Voilà, ils les découvriront parce qu'il y a une galerie de personnages. Voilà, ça je leur laisse le plaisir de le découvrir. Mais bon, voilà, il y avait plein de personnages. Ça a commencé avec Adama. Adama était déterminant parce que c'était un personnage solaire qui m'a boosté, qui m'a tiré vers le haut. Ensuite, on s'est tiré la bourre aussi, tous les deux, au niveau du travail foncier et du travail physique. Et quand je suis sorti du centre de rééducation, je suis parti, j'étais dans les premiers. Adama est resté parce qu'il avait des greffes de peau qui avaient du mal à cicatriser sur la partie gauche, donc il est resté un peu plus longtemps. Mais quand j'ai pénétré dans le Stade de France le soir du match d'ouverture France All Black, je savais ce que je lui devais. C'est un personnage qui va rester dans ma vie. Je suis en train de monter une association, il va y jouer un rôle majeur. Comme tous les personnages que j'évoque dans le livre, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma reconstruction, qui est solaire, qui est un merveilleux personnage. Et effectivement, cette période dans le centre de rééducation, ça a sans doute été humainement la période la plus riche de ma vie, parce que j'ai rencontré des gens avec qui je n'avais strictement rien à voir en arrivant. C'était même plutôt une vision difficile à accepter au démarrage, parce que ça faisait un peu cours des miracles. Il y avait des gens amputés, il y avait des nains, il y avait des gens qui erraient un peu comme des zombies parce qu'ils avaient fait des AVC sévères. Ils n'avaient pas retrouvé leurs facultés neurologiques. Et très vite, j'ai été aspiré par l'histoire de ces gens-là, par leur bienveillance, par leur force, par leur empathie, par la solidarité qu'il y avait, par l'humanité en fait qu'il y avait dans cet espace-là. Et en 2 mois, grâce à tous ceux dont je parle dans le livre, et notamment Adama, j'ai pu me remettre debout et aller à la Coupe du Monde et refaire mon métier, ma passion. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à lire ce passage qui est un de mes préférés dans le livre. C'est un très beau passage et félicitations encore pour ce bon exploit, effectivement, puisque vous le dites bien, tous les médecins ont grimacé quand vous avez parlé du 8 septembre. Hein. Ils nous ont qualifiés au centre de rééducation avec Adama de 2 extraterrestres parce que, bon, il faut savoir que des personnes amputées, moi je suis amputé très très haut, en moyenne c'est 1 an, 1 an et demi pour se remettre, et moi 2 mois, même 1 mois et 6 jours après mon amputation, j'étais dans les rues de Paris, je commençais à marcher en béquille. Donc voilà, quand vous êtes animé par, je le disais, le soutien, la force des proches, des objectifs aussi. Moi j'avais conscience que je retournais pas à la mine, je fais un métier de passion, donc je retournais dans ce qui me fait vibrer au plus haut point dans ma vie. Donc j'avais ce moteur-là, c'est une chance, et pour les plus jeunes qui sont dans la salle, quand vous avez la chance de faire un métier de passion, ça change énormément de choses. Je le raconte pas dans le livre, il y a des gens qui étaient au centre de rééducation qui n'étaient pas pressés de retourner au travail, très franchement. Moi c'était le cas, et ça m'a maintenu, ça m'a motivé, et ça m'a donné l'énergie nécessaire pour réaliser
ce petit exploit de revenir aussi rapidement. Merci beaucoup. Et parmi les hommes qui ont vraiment marqué votre existence également, on peut citer celui que vous appelez tendrement Knafou, Monsieur Knaf, qui vous a incroyablement marqué. Donc là, c'est pareil, on ne va pas tout spoiler, mais c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Et pour reprendre ce qu'il vous disait, fais-toi couper cette putain de jambe. Vous disiez ça alors que vous étiez très jeune. Ouais. Alors peut-être que les plus anciens dans la salle se rappellent de Patrick Knaf, qui a été un journaliste au service des sports de France Télévisions, qui était plutôt spécialisé dans des sports extrêmes, mais pas seulement. Bon, il couvrait aussi le ski. Et c'était quelqu'un qui avait été amputé à l'âge de 14 ans. Et donc moi, quand je suis arrivé au service des sports à Toulouse, hein, j'avais 20 ans, lui on avait 20 de plus, et il me voyait, ce que je raconte dans le livre, il voyait mes souffrances au quotidien, ce handicap invisible qui m'empêchait de faire énormément de choses, notamment de pratiquer quelque activité physique que ce soit, alors que lui, sur une jambe, il sautait en parachute. Il détient toujours à ce jour le record de vitesse de ski sur une jambe, 188 km/h, imaginez un peu. Et c'était il y a très longtemps, bon, c'était un casse-cou de première, hein, il sautait en parachute, il s'était cassé à peu près tout ce qui lui restait. Donc c'était un personnage dingue, et il était évident que je lui rende hommage dans ce livre-là, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes étaient assez stupéfaites de mon acceptation très rapide de l'amputation, mais je le raconte dans le livre, si j'ai aussi vite accepté cette idée-là, c'est grâce à Patrick, parce que pendant les 10 années où on s'est côtoyé au bureau à France Télé et puis en mission aussi, effectivement, il me disait tous les jours, en me voyant boiter, souffrir, et en ne pouvant pas faire le quart de ce que lui faisait en tant qu'amputé, il me disait, mais fais-toi couper cette putain de jambe. Bon, ça c'est un peu vulgaire, mais il a semé en moi cette graine de l'acceptation, et 27 ans plus tard, au moment où je suis face à la chirurgienne et qu'elle hésite un petit peu, que je prends les devants et je lui dis, si on doit amputer, je suis prêt, ben, je le dois à Patrick, parce que pendant 27 ans, il m'a permis de cheminer comme ça dans ma réflexion, d'accepter cette idée, et donc je lui rends hommage très, très largement dans ce livre. C'est quelqu'un qui nous a quittés il y a presque 20 ans maintenant. Il était jeune, à 47 ans, et voilà, c'est un personnage qui a été marquant dans mon histoire. Il était normal qu'il soit dans ce livre. Merci beaucoup, et là aussi on peut inviter nos lecteurs à découvrir cette séquence qui est très belle, puisque vous rendez vraiment un hommage vibrant à Patrick, et ce sont parmi les plus belles pages de votre livre. En parlant de belles pages, j'aimerais vous lire quelques lignes, si vous voulez bien, Mathieu. Attention à la ponctuation. Je trouve que certains passages sont très littéraires et particulièrement bien écrits, et notamment cette séquence. C'est dans le chapitre Arrêt de jeu, là aussi un beau titre avec un jeu. L'idée de la mort, de ma mort, m'est toujours totalement étrangère, mais dans ma hiérarchie personnelle des catastrophes, celle de ne plus pouvoir faire de sport est presque aussi effrayante. Le sport est l'étoile autour de laquelle gravite mon existence. C'est la charpente de mon quotidien, la source de mes joies les plus intenses et de mes émotions les plus fortes. Ce qui me fait sourire quand je pense à hier et me donne envie d'être à demain. Enlevez-le-moi, vous ne m'ôterez pas la vie, mais ce qui, à mes yeux, vaut la peine d'être vécu. Et c'est tout comme. Vous vouliez me faire pleurer, en fait. Oui, donc ça, c'est très beau. Merci. Ben, ça fait référence évidemment au premier cancer que j'ai eu quand j'étais adolescent. Et de manière métaphorique, je raconte ça pour dire à quel point, quand on a cet âge-là, on ne se sent jamais mortel. L'idée de la mort, elle n'existe même pas. On parle souvent de l'insouciance de la jeunesse. L'insouciance de la jeunesse, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que moi, je voyais mes parents à ce moment-là qui étaient dans un état déplorable, qui étaient extrêmement inquiets, et il y avait un décalage entre nous parce que moi, j'abordais pas du tout la chose de la même manière qu'eux. Pour moi, le drame de cette histoire, c'était que je ne pouvais plus pratiquer le sport et le rugby, qui était ma passion.
le sport pour lequel j'avais un attachement viscéral. Mais la mort, jamais je n'ai pensé à ça pendant ce premier cancer. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je me suis senti mortel il y a quelques mois, au moment de la récidive, parce que le deuxième sarcome était beaucoup plus gros, plus agressif, et qu'il y avait une urgence. Et je raconte un passage avec l'oncologue qui, je pense, plante assez mieux le décor sur l'ambiance qui était la nôtre il y a quelques mois en arrière. Mais lors de mon premier cancer, j'ai jamais pensé à la mort, jamais. Mais je pensais au deuil que je devais faire du sport. Et en même temps, je me dis que si je n'avais pas vécu ça, et c'est aussi, on revient tout à l'heure à mon tempérament et mon caractère, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui face à vous, que je n'aurais pas eu cette vie-là, que je n'aurais pas décidé d'être journaliste sportif, que je n'aurais pas eu la chance de devenir commentateur du 15 de France, de vivre des grandes émotions, par procuration certes, mais des grandes émotions grâce au sport, et au rugby en particulier. Donc je suis assez fataliste quelque part. Je me dis que c'était peut-être voilà, mon destin, ma route, mon chemin, on peut l'appeler comme on veut. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, avec des évolutions évidemment, puisque plus on avance dans le livre, plus on comprend un petit peu aussi que quand la maladie vous rattrape 27 ans après, que vous êtes devenu parent, que vous avez construit une famille, vous vivez les choses différemment, vous voyez plutôt tout à fait la vie de la même manière, et que le sentiment d'être mortel interviendra quelques années plus tard. Merci beaucoup. Pour écrire ces belles pages avec une si belle qualité littéraire, est-ce que ça a été quelque chose de nouveau pour vous? Vous aviez écrit 2 livres avec Fabien Galtier, voilà, c'est ça, ouais. Et avec un arbitre également. Et là, c'est votre premier livre en solo, puisque c'est un récit. Oui, c'est beaucoup plus intime, donc je crois que je suis extrêmement fier du résultat. J'avais écrit la biographie de Fabien Galtier à 10 ans pile poil, j'étais beaucoup plus jeune, c'était l'histoire de quelqu'un que je connais très bien, mais quand on écrit la bio de quelqu'un d'autre, c'est un exercice qui est tout à fait différent. Là, il y avait quelque part cette idée de se dévoiler, même si j'avais rendu tout ça public, et c'est ce qui m'a convaincu à faire ce livre-là. J'avais conscience que écrire un livre, pour moi, c'est un instant de vérité, c'est-à-dire que si c'est pour vous raconter l'histoire qu'on a envie de raconter, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je voulais que ce soit utile au plus grand nombre. C'est d'ailleurs comme ça que la directrice de la maison d'édition, Robert Laffont, m'a convaincu, parce que j'ai eu 7 ou 8 propositions avant cela, et je ne me sentais pas d'écrire ce livre. Elle a trouvé les arguments, et elle m'a dit, voilà, le livre c'est un objet et ça reste. Vous en avez parlé, vous l'avez médiatisé, mais tout ça va disparaître. Un livre, voilà, ça reste. Égoïstement, quand elle m'a dit ça, moi j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Je me suis dit, voilà, le jour où je partirai, ils auront l'intégralité de mon histoire. Donc je l'ai fait de manière le plus sincère possible et la plus intacte, j'espère, possible sur cette histoire-là. Donc c'est un exercice qui est quand même très particulier. Après, quand vous avez passé à l'échelle de ma vie, j'ai passé près de, si on cumule tout, près de 3 ans et demi dans les hôpitaux, dans les services de chimiothérapie, ça vous laisse le temps de mûrir voilà, ce type de réflexion et ce type de récit-là. Et voilà, le voir dans les mains de certains d'entre vous aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Et d'avoir, depuis une quinzaine de jours maintenant, les premiers retours des lecteurs, ça me touche énormément. Pour la petite anecdote, j'ai fait le lancement de ce livre chez moi, en région parisienne, il y a quelques semaines, et j'ai retrouvé à l'occasion de cette première séance de dédicace l'infirmière qui s'était occupée de moi lors de ma première chimiothérapie il y a 27 ans. Je ne l'avais pas revue depuis 27 ans. Rien que pour cette rencontre-là, je suis ravi d'avoir fait ce livre, parce que écrire, c'est convoquer le passé, c'est convoquer voilà, des personnages comme ça qui reviennent dans votre vie, que vous aviez perdu de vue, qui ont été essentiels. Quand je parle des aidants, des soignants, toutes ces personnes qui m'ont accompagné pendant quasiment 27-28 ans. Les revoir réapparaître dans votre vie est un cadeau. Donc rien que pour ça, je suis content d'avoir écrit ce livre.
Merci beaucoup, c'est très beau ce que vous dites, vous êtes en train d'alchimiser cette épreuve et en parlant d'alchimie, je voudrais saluer aussi ces moments où vous vous rendez grâce pour tous les cadeaux de la vie, toutes les bénédictions que vous avez pu vivre et notamment ce que vous appelez le Graal, le siège du commentateur de rugby dans la mythique émission de Stade 2 que vous regardiez religieusement enfant dans la chambre de vos parents. Ça a été quelque chose de miraculeux. Vous dites c'est un miracle. Vous remplacez Pierre Salviac qui lui-même remplaçait Roger Coudert, le grand Roger Coudert. Oui, parce que finalement, des commentateurs du 15 de France de rugby, il y en a eu réellement deux avant moi. Le mythique Roger Coudert, les plus anciens d'entre vous l'ont connu, avec sa voix légendaire, à l'époque où le rugby était encore diffusé en noir et blanc et qu'il y avait 2-3 chaînes de télévision en France et où le rugby, on attendait ce moment-là presque religieusement, parce qu'à cette époque-là, il y avait 5-6 matchs de rugby par an. Donc Roger Coudert a eu cette dimension exceptionnelle, on ne l'appelait pas pour rien le 16e homme. Et donc quand vous arrivez derrière des personnages comme ça, c'est un héritage qui est très lourd à porter. Moi j'ai commencé à commenter l'équipe de France, j'avais 29 ans, j'étais un gamin. Donc quand vous arrivez comme ça, il y a un moment où il faut assumer cet héritage-là. Et donc après Roger, il y a eu Pierre Salviac qui était dans un registre très différent, mais qui a duré lui aussi pendant 20 ans au commentaire du 15 de France. Donc moi, quand on m'a confié ces responsabilités à 29 ans, j'avais conscience que le poids de l'histoire était lourd et que j'espérais secrètement à ce moment-là être digne de la succession et d'essayer de transmettre aux gens ma passion du rugby, les émotions, parce que nous, commentateurs de rugby ou de foot ou d'autres sports à la télévision, on est des passeurs d'émotions. On est là pour retranscrire aux gens derrière le téléviseur l'émotion qu'on peut capter dans le stade. C'est ça notre principal objectif. Et donc il fallait que j'arrive à m'inscrire là-dedans, que je dure, parce que le paysage audiovisuel a changé. Aujourd'hui, il y a du sport quasiment H24, il y a, vous le savez aussi bien que moi, tout un tas de chaînes où vous pouvez suivre des matchs quasiment tous les jours. Donc la perception du téléspectateur sur les commentateurs n'est plus non plus la même qu'il y a 30 ans, et c'est bien normal. L'apparition des réseaux sociaux, etc., je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en tout cas, il était important pour moi de m'inscrire dans cette lignée-là, et d'avoir là aussi conscience que, et moi je le dis, je le répète même pendant mes commentaires, moi quand je vais commenter le tournoi Destination et que j'arrive à Twickenham, au Millennium de Cardiff, à Feu Lansdowne Road, à l'Aviva Stadium, je sais que je suis un privilégié. J'ai cette chance-là de faire ce métier, d'arriver dans les plus beaux stades du monde pour commenter pour des millions de téléspectateurs le sport qui m'anime et qui me fait vibrer depuis gamin. Et donc, j'ai toujours ça en tête au moment où je commente et j'essaye de faire en sorte que ça se ressente dans nos commentaires. Et puis évidemment, je parle de Stade 2 qui fêtera ses 50 ans en 2025, donc l'année prochaine. Donc c'est évidemment une émission qui a beaucoup compté dans ma jeunesse, parce que c'était une émission que je regardais, donc la présenter quelques années plus tard, c'est là aussi beaucoup de pression en termes de responsabilité, un héritage important, parce que ça a été très longtemps l'émission référence, l'émission mythique, ça le redevient petit à petit, parce qu'on est revenu à un horaire aujourd'hui où on touche beaucoup de gens. Et donc ça, c'est aussi un honneur de pouvoir incarner tout ça. Donc ça explique aussi pourquoi j'ai tenu à revenir aussi vite, parce que j'ai des missions professionnelles qui sont fabuleuses à vivre. Donc là encore, c'est quelque chose qui m'a nourri pendant toute cette période-là. Et j'espère être à la hauteur des responsabilités qui me sont confiées, en tout cas sur les antennes de France Télévisions. Oui, vous l'êtes, monsieur. Vous êtes devenu le monsieur O'Reilly de France Télévisions et le spécialiste incontesté du rugby. Et d'ailleurs, à ce propos, la couverture est très belle. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire cette photographie en du tout. Pas du tout. Non, là pour le coup, bravo à la maison d'édition. En fait, en réalité, c'est une photo qui avait été prise par un photographe de l'équipe il y a 6 ou 7 ans. Ils avaient fait un reportage sur moi
Et en fait, la maison d'édition est tombée sur cette photo. Et, moi, je voulais absolument pas cette photo-là. Je vous le dis. Je la trouve un peu plan-plan. Bon. Il y a un côté marketing, évidemment. Hein, quand on écrit un livre, on espère être lu. Donc on espère que les gens soient aussi saisis par le visuel. Donc j'ai fait confiance à la maison d'édition. Je leur ai dit, écoutez, si vous pensez que c'est la photo... Ils voulaient une photo de moi avec un ballon de rugby. Donc évidemment, ça symbolise assez bien. Ça fait écho un peu au titre aussi. Bon, il y a un côté... Mais si... Moi, je leur ai appelé Ça recommence et il n'y aurait pas eu cette photo. Donc, merci à Robert Laffont qui a un peu d'expérience en la matière. Et si le livre se vend bien, c'est peut-être aussi grâce au visuel. Mais en tout cas, c'était pas un choix. Merci pour votre franchise, Mathieu. Cette passion du rugby, vous la donnez à votre papa. Et vous dites que votre tout premier souvenir est lié à un stade de rugby. Est-ce que vous accepteriez de nous lire quelques lignes de ce très beau passage, le chapitre Enfant de la balle, où vous rendez hommage à votre papa qui vous a donné le goût? Et c'est là qu'on va se rendre compte que je ne sais pas lire. Alors, quand ma mère m'emmène en tribune le dimanche pour encourager notre champion, mon regard de garçonnet assimile cet homme grand et fort portant haut son maillot à un authentique super-héros. Au tournant de l'année 2000, papa deviendra président du club, une fonction qu'il conservera pendant 15 ans. Lors de sa dernière année à la tête de l'association, l'équipe se hisse en demi-finale du championnat de France de promotion honneur, l'équivalent de la 7e division. J'assisterai avec ferveur à l'un des matchs de cette année magique, prenant même un week-end de repos et séchant la présentation de Stade 2, fait rare pour l'occasion. Fidèle à son poste et à son rang, notre supportrice en chef, Sylvie, dont je fais le portrait un petit peu plus tôt, mettra le feu dans nos gradins avec l'énergie de ses 20 ans. Je suis un enfant du rugby comme il y a des enfants du cirque. La vie du foyer et celle du club se confondent avec bonheur. Situé au milieu des tours, le terrain est un lieu de rencontre et de partage. Poussé par l'ennui ou la curiosité, les gamins des cités alentours s'y présentent parfois. Tous ne jurent que par le foot, mais nous parvenons à en retenir quelques-uns. À 150 mètres du terrain, le clubhouse ressemble ce qui apparaît à mes yeux. Le clubhouse rassemble ce qui apparaît à mes yeux d'enfants comme une seconde famille. C'est une galaxie naine, une micro-société où se côtoie une galerie de personnages aussi folkloriques qu'attachants. Il y a Jean Bernard, l'entraîneur de mon père, petit homme rablé à la moustache épaisse et à la peau burinée par le soleil du Tarn. Il est âgé d'une 40aine d'années et son accent est aussi fleuri que son vocabulaire. Les mots qu'il emploie pour mobiliser ses troupes ou les tenser sont si crus qu'aucun enfant n'est admis dans le vestiaire à l'heure du briefing. Il y a Jeannot, le talonneur, gros cou et grosse paluche, qui tranche avec son allure de dandy. En plus de soutenir les troupes sur le terrain et d'assurer le show en tribune, Sylvie est la cantinière attitrée du club, capable de préparer une salade de riz pour 70 personnes. Souvent, l'adversaire du jour reste partager le repas. C'est aussi ça le rugby. Et puis, il y a Papi González, vieil homme solidaire d'origine espagnole. Le club est sa deuxième maison et son unique famille. C'est le superintendant, celui qui ramasse et bichonne les ballons et les maillots sales à la fin de l'entraînement. Ce sacerdoce, en apparence ingrat, il l'effectuera avec ferveur jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup pour cette très belle description du rugby de votre enfance. Merci. Juste avant de conclure, puisque le temps file à une allure incroyable en votre compagnie, on va laisser la parole brièvement au public. Si parmi vous, quelqu'un a une question à poser à Mathieu avant de conclure. Avec plaisir, bien sûr. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. À défaut de vous entendre et de vous voir à la télé, c'est vrai que c'est trop bien en fait. C'est gentil. Je vous avais écouté sur Quelle époque avec la Salamé et vous évoquiez des complexités pour notamment les amputés d'avoir accès aux soins. Ouais. Et vous dites que vous allez créer une asso. Donc est-ce que au-delà de votre histoire, et voilà, vous parliez aussi de l'accessibilité pour les PMR dans les stades et au global, je pense, pour la vie du quotidien. Ouais. Est-ce que l'accès aux soins, c'est un de vos combats? Alors, c'est pas véritablement l'accès aux soins, c'est l'accès à l'appareillage en réalité.
on est dans un pays où il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a un modèle qui est quand même assez formidable quand on voit ce qui se fait ailleurs, notamment sur la prise en charge et la sécurité sociale. Mais il y a des disparités, il y a des iniquités, et moi je l'ai pris de plein fouet, puisque pour vous donner un exemple concret pour que tout le monde comprenne, donc moi j'ai été amputé à la suite d'une maladie, le cancer. La première cause d'amputation en France, c'est le diabète. Donc, quand vous êtes victime d'une maladie, quelle qu'elle soit, vous êtes pris en charge dans l'appareillage orthopédique par la sécurité sociale, mais à un certain niveau, évidemment. Moi, j'ai une prothèse aujourd'hui qui coûte 15 000 € environ, qui est remboursée à 100% par la sécurité sociale, mais je le raconte dans le livre, qui n'est pas la meilleure prothèse du marché. Sachant que ces prothèses-là doivent être changées tous les 6 ans. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui est amputé à la suite d'un accident de la route ou un accident du travail. Cette personne-là, et heureusement, pourra être prise en charge toute sa vie par une assurance, puisque ça résulte d'un accident, et donc pourra s'appareiller avec le meilleur matériel. Il faut savoir que les prothèses de genoux aujourd'hui, les plus sophistiquées, coûtent 100 000 €. Donc là, avec une prothèse à 100 000 €, vous avez quasiment une jambe... par exemple, je vais vous donner là aussi des choses concrètes pour que vous compreniez. Moi, aujourd'hui, je peux descendre un escalier, j'ai un vérin hydraulique qui me permet de m'accompagner dans la descente. Quand je monte l'escalier, j'ai une jambe raide. Je ne plie pas. Bon, la prothèse à 100 000, c'est comme un vrai genou, elle va plier. Cette prothèse-là, je ne peux pas prendre ma douche avec ou aller me baigner avec. Elle est pas étanche. Celle à 100 000 € l'est. Celle-ci, je la recharge comme un smartphone tous les soirs pour avoir de la batterie, pour arriver debout en marchant devant vous. La prothèse à 100 000, elle a 15 jours d'autonomie. Vous pouvez partir en vacances sans chargeur, il n'y aura pas de problème, etc., etc., etc. Donc c'est évidemment une technologie qui coûte beaucoup d'argent et qui est accessible qu'aux personnes qui ont un tiers ou une assurance. Et donc moi, quand j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé ça très injuste, parce que c'est une double peine pour ceux qui déjà sont frappés par la maladie, comme c'est mon cas, ou par le diabète ou d'autres choses. Et ces personnes-là n'ont évidemment pas les moyens. Qui, à l'échelle d'une vie? Moi, si j'avais été amputé à la suite de mon premier cancer à 17 ans, il m'aurait fallu 1 million d'euros à l'échelle d'une vie pour me payer ce type de prothèse. Qui est capable de se payer ce genre de choses? Personne. Donc j'ai eu l'idée, effectivement, très rapidement, en me disant, de manière assez épidermique, que tout ça me révoltait beaucoup. Je me suis dit, on va monter une association. Donc cette association s'appelle, jeu de mots oblige, Debout en bout. Et donc quand on fait la liaison, ça fait de bout en bout. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes dans leur parcours de vie. Là, j'ai récemment rencontré une petite fille qui s'appelle Lise, qui vit à Agen, à qui je pense beaucoup en ce moment, qui va se faire amputer dans quelques jours en dessous du genou. Elle a 12 ans, elle a eu exactement le même cancer que j'ai eu moi à 17. C'est une gymnaste, c'est une petite fille pleine de vie et qui, dans quelques jours, en moins de 15 jours maintenant, va perdre une partie de sa jambe et qui a du mal à se projeter sur la suite. Et cette personne, cette petite fille, elle ne bénéficiera pas d'aide via les assurances ou autres. Et donc, l'association de bout en bout va faire en sorte de l'aider, si ce n'est à aller acheter une prothèse plus sophistiquée, en tout cas l'aider dans l'accompagnement, parce qu'il y a l'acceptation du handicap dans un premier temps, et l'acceptation du handicap, parfois, il passe simplement sur le visuel. Moi, si je me mets debout, là, vous avez l'impression que j'ai une vraie jambe, quasiment, quand je suis parce que j'ai un habillage autour de la prothèse. On a moulé mon mollet en le reproduisant sur l'autre mollet. Ça c'est pas pris en charge, ça coûte beaucoup d'argent. Tout le monde n'est pas capable de se payer ça. Donc, peut-être que l'association permettra à ces personnes-là, déjà d'un point de vue visuel, d'aider à s'accepter par rapport au regard des autres. Ça, ce sera la première mission. Ensuite, si on arrive à avoir beaucoup de donateurs, des mécènes, peut-être qu'on permettra à certains enfants d'avoir accès à la meilleure prothèse. Alors peut-être pas à l'échelle d'une vie, parce que 100 000 € tous les 6 ans, il faut enlever de l'argent, mais peut-être une prothèse au moment de l'adolescence, au moment où voilà, on rentre aussi dans une vie où il y a la séduction, il y a le choix de vie sur l'orientation professionnelle, donc c'est des moments charnières dans une vie.
si au moins déjà on peut accompagner ces profils-là à cette période, on aura déjà fait beaucoup de choses. Si vous voulez donner, je fais un peu de pub, hein. De bout en bout, vous retenez le nom. Et toute aide, c'est comme les dons pour les autres assos, pour les grandes causes que vous connaissez. Même un petit don aide énormément. Et donc là, on est en train de finaliser tout ça. L'association sera effective dans quelques jours. Donc, je suis assez content, assez fier de ça aussi. Bonjour, pardon. Ah, ça ne me dit pas si ça vous doit, ça vous. Bon, je vais savoir, je vais. Mettez-le devant. Ah, voilà. Donc, moi, je voulais vous parler, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, cette fameuse matinée où vous douchez et que vous voyez votre jambe pour la dernière fois. Et c'est un passage qui m'a beaucoup touché. Et à fin de compte, de l'autre côté, vous dites vivement qu'elle s'en aille, en gros. Et oui. Ça m'a beaucoup touché, ce passage. J'ai voulu plusieurs fois. Je me dis comment on peut. Mais je comprends le accident que vous venez de passer avec cette jambe qui vous a beaucoup embêté. Et comment on peut dire je vois ma jambe pour la dernière fois. Et après, vivement qu'elle s'en aille. Alors, en fait, il faut comprendre deux choses dans ce passage-là. C'est qu'effectivement, il y a l'historique de cette jambe qui m'a causé des douleurs extrêmes pendant un quart de siècle. C'est long. Tous les jours, vous avez des douleurs qui vous empêchent de dormir. Il y a plein de gens qui sont victimes de douleurs chroniques, peut-être ici, qui savent de quoi je parle. C'est des choses insupportables quand vous ne trouvez pas le sommeil, quand vous lirez le livre pour ce que je le décris quand même de manière assez bien et de manière longue. Mais quand je dis que je dis au revoir à cette jambe et que c'est un soulagement, en fait à ce moment-là, donc là on est le 16 juin au matin, juste avant l'amputation, et la récidive a été diagnostiquée à peu près depuis 2 mois et demi. Et pendant 2 mois et demi, j'ai un alien dans la jambe. J'ai quelque chose qui me ronge, qui fait 10 cm, qui progresse, vitesse grand V. Donc, quelque part, couper cette jambe et lui dire au revoir, c'est me débarrasser de l'alien. Et c'est de me dire, au moins ça c'est fait. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses ailleurs, on sait comment se propagent malheureusement les cellules cancéreuses. Mais déjà, pour moi, c'est un soulagement. Et donc, ce moment-là, il est pas triste. Et tout à l'heure, votre première question, ça a été de dire pourquoi avoir fait le choix du prologue sur la longueur de jambe qui me restait. J'ai évoqué cette scène où j'aurais pu ouvrir le livre là-dessus et j'ai hésité. Parce que pour moi, c'est un moment très particulier où il y a beaucoup de soulagement. Alors qu'effectivement, je m'apprête à aller au bloc opératoire pour me faire couper les 3/4 de ma jambe. Mais si vous voulez, depuis 2 mois et demi, je vis avec cette inquiétude que ce monstre, il continue de se développer et qu'à un moment donné, il soit inarrêtable. Donc là, au moment de la douche, la bétadine à 6h du matin, il y a un vrai soulagement à me dire que dans 2 heures au bloc, on va me couper cette saloperie. Voilà. Peut-être une toute dernière question. Ça sera la dernière. Désolée, après on va devoir conclure. Quelle heure est-il ? On peut faire un peu de rap. Un peu de rap. Après, on éteint les lumières, on fait la fête. Il y a un programme de malade. 3e mi-temps, c'est la base. Alors moi, c'est pas une question. Je suis très émue, Mathieu, de vous rencontrer. Parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis fille d'un papa qui nous a aussi éduqués au ballon rond depuis qu'on est toute petite. Au ballon ovale. Au ballon ovale. L'émotion. Vous êtes toutes pardonnées. Attention, parce que les poules citrouilles, c'est pas pareil. Donc au ballon ovale, on est 3 filles, mais il a eu 3 filles au bord des terrains et encore maintenant. Et je suis infirmière, je travaille en oncologie depuis 10 ans, je travaille avec des jeunes qui sont atteints de sarcome. Et votre livre, du coup, moi, c'est tout, hein, le rugby, la maladie, tout ça. Donc juste merci, parce que ça fait du bien à lire. Et je l'ai lu en une soirée, après une journée de travail.
Et, ben, je me suis dit que vraiment, merci à mon papa de nous avoir mis un ballon ovale dans les mains. et merci pour ce livre parce qu'on a des patientes jeunes. Et j'ai un patient que j'ai vu il n'y a encore pas longtemps et il m'a dit « Impossible n'est pas l'ortho ». Merci, merci. C'est très très touchant et pour tout vous avouer, c'est ce qui me bouleverse le plus en fait dans toute cette histoire parce que vous méritez énormément d'applaudissements et de soutien parce que on parle trop peu des personnels soignants, on en a beaucoup parlé pendant le Covid et puis après c'est un peu très français ça d'oublier très vite les choses et de passer à d'autres. Mais moi dans mon parcours, j'évoquais tout à l'heure l'infirmière que j'ai retrouvée 27 ans après qui s'est occupée de moi pendant ma première chimiothérapie. Mais je pense à d'autres infirmières ensuite. J'évoque ce passage où je suis resté pendant près de 4 mois dans un service septique à l'IT. J'étais le plus jeune du service et les infirmières, bon évidemment j'étais un peu le chouchou et j'ai noué des relations comme vous évoquez avec votre patient. Et en fait vous faites partie de ces personnes qui sont de passage dans nos vies. Bon, moi j'ai cette chance de m'en être sorti la première fois. Je touche du bois et j'espère m'en sortir sur la deuxième et passer ce cap que vous connaissez bien des 5 ans de surveillance au moins. Et en fait, pour que vous le sachiez, vous êtes toujours dans nos mémoires, dans nos pensées de patients, même si on quitte les services. Moi, il n'y a pas une seule journée où je ne pense pas aux infirmières qui étaient à mon chevet il y a quelques mois au centre de rééducation, mais aussi au centre de chimiothérapie. Donc merci à vous de faire ce métier-là, qui est un métier de dévotion, vraiment, qui est aussi une vocation. Et ça me touche énormément. Merci. Bonjour, Mathieu Lartaud. Je suis moi aussi infirmière. Bonjour madame. En carcino aussi. Je soignais, bon moi je suis à la retraite, mais j'en ai fait 40 ans d'hôpital. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Je suis fille de rugbyman, femme de rugbyman. Et je voulais savoir, je suis donc très contente de vous voir ici. Et je voulais savoir comment c'est maintenant, par rapport aux douleurs, s'il y a toujours des douleurs fantômes, s'il n'y a pas de douleur, et si dans votre vie de tous les jours, vous êtes mieux sans cette jambe. Alors, on va être honnête. Alors, des douleurs fantômes, je n'en ai quasiment plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je le décris aussi dans le livre, mais toute personne amputée traverse un moment, alors on est assez inégaux face à ça là aussi. Il y a des amputés qui, malheureusement, auront des douleurs fantômes toute leur vie, d'autres qui ne connaîtront pas trop ça. Moi, j'en ai eu des persistantes pendant les 2 premiers mois. Alors, pour vous dire, les douleurs fantômes, en fait, le cerveau est ainsi fait que il ne refait pas la cartographie de votre corps une fois qu'on en a enlevé un morceau. Donc, pour lui, la jambe est toujours là. Et donc, les premiers temps, il y a des signaux qui sont envoyés à un endroit qui n'existe plus. Donc, ça peut paraître complètement... Moi, quand on m'en parlait, quand je n'avais pas perdu ma jambe, j'étais là, je me disais, mais il a fumé la moquette, je ne comprenais pas. Bon, ça existe vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, pour quelqu'un de valide, c'est quand vous avez des fourmillements, vous savez, cette impression de fourmis dans les jambes ou de jambes lourdes. Bon, bah, la personne amputée peut avoir ça, ou une décharge électrique, un truc dans le mollet, ou un pied qui vous gratte alors que vous n'avez plus votre pied. Bon. Donc ça peut être très désagréable. Et il y a des personnes amputées qui ont ça toute leur vie. Alors il y a des médicaments, la gabapentin, je l'évoque dans le livre, il y a des choses qui existent pour soulager un petit peu. Il y a des thérapies aussi, la fameuse thérapie miroir, où on essaye de tromper son cerveau en lui montrant par un jeu de reflets avec l'autre jambe, en faisant croire, c'est fou, hein, en faisant croire au cerveau qu'il y a toujours la jambe. Bon, moi je suis trop pragmatique, j'étais là, je disais mais t'es con, évidemment qu'elle n'est pas là la jambe, donc la thérapie miroir ne marchait pas pour moi. Mais j'ai réussi à me débarrasser de ces douleurs fantômes avec des électrodes pour imprimer à mon cerveau que voilà, ça s'arrêtait là, qu'il n'y avait plus rien derrière. Et elle me laisse
tranquille aujourd'hui au quotidien. Donc ça c'est déjà réglé. Je connais d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Donc ça c'est réglé. Sur ma vie au quotidien aujourd'hui, j'ai repris mon activité professionnelle quasiment à 100%. Là je suis encore à 80% en temps de travail, mais je suis revenu à la présentation de Stade 2, je peux commenter les matchs comme je le faisais avant, me rendre dans les stades, avec des difficultés, parce que j'en parle aussi dans le livre, et c'est un autre combat, l'accessibilité dans les enceintes sportives, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en France, où on est assez en retard. Donc globalement, tout va très bien, j'arrive à faire quasiment ce que je faisais avant. Après, on ne va pas se cacher que la vie d'amputé, ça a évidemment des contraintes, il y a toute la partie invisible, celle où vous rentrez chez vous, où il faut enlever la prothèse parce qu'il faut aussi que le moignon respire. Vous connaissez ça mieux que moi, madame l'infirmière. Et pour éviter que voilà, il y ait des abrasions, des plaies, parce que ça demande évidemment beaucoup d'efforts physiques et d'énergie pour pouvoir marcher au quotidien. Moi aujourd'hui, je suis capable de marcher 10 km dans une journée sans difficulté, mais ça a un impact sur l'état de fatigue. Et puis sur le moignon, éventuellement, ça peut avoir un impact. Donc il faut faire très attention. Donc évidemment, il y a des contreparties. Mais globalement, si on m'avait dit que je serais capable de faire tout ça aussi vite il y a un an, presque jour pour jour, je ne l'aurais peut-être pas cru. Donc tout va très bien. Merci. Est-ce que ça fait venir du monde de continuer? Bonjour. Bonjour. Moi, je tenais à vous remercier pour votre témoignage, parce que je pense qu'il faut parler des sarcomes, qui quand même touche 15% des jeunes et des enfants, et 3% des adultes. C'est un cancer rare, agressif, et comme disait mon fils, c'est un alien. Et je pense qu'il faut en parler. Et comme vous êtes médiatisé, plus on en parle, et plus la recherche avance. À Bordeaux, on a la chance d'avoir l'Institut Bergonier et le professeur Italiano, qui est un chercheur, mais qui, malheureusement, on a besoin de gens connus pour faire avancer cette recherche. Et vous en faites partie. Et merci beaucoup. Moi, je suis une aidante. J'ai aidé mon fils pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est important aussi de parler des aidants qui sont là et qui mettent tout en sommeil c'est primordial. Pour accompagner leur enfant ou autre. C'est primordial. Merci. Oui, merci. Et puis nous, on a créé l'association du Petit Prince. Ah, voilà, c'est vous. Voilà. Donc, il y a M. Pessac. Ok. Tout est reversé. Ok. Bon, on en reparlera. On discutera tout à l'heure, mais effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé, en ouverture de ce livre, de le dédier aux aidants, parce que, bon, évidemment, moi, je rends hommage à mes parents, qui, notamment sur le premier cancer, ont mis leur vie entre parenthèses pendant plus de 2 ans et ont sacrifié beaucoup de choses. Et effectivement, le sarcome est une maladie qui, de manière très injuste, comme toutes les maladies, frappe essentiellement les jeunes enfants et les adolescents. C'est une maladie qui est méconnue, rarissime, parce que moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand on me l'a diagnostiqué en 97, il y avait 15 cas en France cette année-là. En moyenne, on reste dans ces chiffres-là de 15 à 20 cas par an. Donc c'est quand même extrêmement rare, et souvent même si ça commence à être un peu moins vrai, mais je le raconte dans le livre, certains médecins n'ont jamais été confrontés à ça. Moi, mon premier cancer, on m'a posé une prothèse massive de reconstruction, ça part, et je le dis dans le livre, on n'y en tire pas rigueur et on n'y en veut pas, mais ça part d'une erreur médicale, parce que le médecin qui m'opère pour la première fois pense que c'est un kyste et que c'est absolument pas un sarcome. Et donc il enlève ça sans précaution, et c'est à ce moment-là que les cellules cancéreuses se disséminent dans mon corps. Parce que, y compris les médecins, à part les spécialistes aujourd'hui évidemment en France, mais vous avez plein de médecins qui opèrent sans véritablement connaître la nature de ce type
de maladie. Donc effectivement, il faut en parler. C'est aussi pour ça que je me suis laissé convaincre sur l'idée de ce livre, parce que j'ai conscience que, évidemment, avec la médiatisation de mon histoire, ça peut faire écho. Et ensuite, prolonger tout ça avec mon association, la vôtre, essayer de créer des synergies aussi entre les associations. C'est pour ça qu'on parlera ensemble pour essayer de faire avancer un petit peu tout ça. Donc merci pour ce que vous faites aussi. Ça nous aide à avancer. Bonjour, je vais rejoindre certains commentaires. Moi, je voulais simplement vous remercier d'avoir mis des mots sur tout ça. En fait, il y a 18 ans, on m'a diagnostiqué un ostéosarcome. Ça a été un coup de tonnerre. C'est la première fois en fait que je rencontre quelqu'un qui a vécu un sarcome également. Parce que comme vous le dites, c'est plutôt rare. Alors moi, je suis pas le même cas que vous. Là aujourd'hui, j'ai pas de prothèse qui est décellée, donc je vais me faire réopérer, etc. Mais voilà, tout ce que vous avez décrit dans le livre, c'est ce que je vis tous les jours en fait. Les petits détails du quotidien, marcher sur un trottoir glissant, voilà, toutes ces choses-là. C'est des choses que personne ne voit en fait. C'est quelque chose que je vis tous les jours. C'est pas difficile, c'est un peu pénible. Et voilà, je vous remercie vraiment pour ça, pour mettre tous ces mots sur ce quotidien qu'on vit. Ben merci. Ben, effectivement, c'est un handicap invisible qui est difficile à... Je sais ce que vous évoquez, ce que vous vivez sans doute en ce moment, parce que c'est des contraintes au quotidien, c'est une charge mentale aussi, parce que ça demande des adaptations permanentes dans le quotidien, au-delà des douleurs. Et c'est vrai que parfois on peut se sentir incompris, jugé aussi, parce que moi je raconte une scène comme ça dans le livre où moi j'avais une jambe raide. Pendant 25 ans, je pouvais plier ma jambe au mieux avec 20 degrés de flexion dans les très bons jours. Et donc j'avais une jambe raide que je qualifie de morte, même parfois dans le récit. Et pour vous donner une idée, quand je prenais le métro à Paris, si je m'asseyais, fatalement j'avais ma jambe qui était au milieu du passage. Et donc je me faisais engueuler par les gens qui ne comprenaient pas que je ne pliais pas ma jambe. Donc voilà, c'est des petites scénettes comme ça de vie qui à un moment vous percutent et vous ramènent toujours à cette réalité du handicap invisible que peu de gens peuvent comprendre finalement. Donc, encore une fois, moi si j'ai fait ce livre-là, c'était aussi pour des gens comme vous. Alors j'ai aussi conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, que j'endosse un peu cette responsabilité d'être une sorte de porte-parole en toute humilité, mais en tout cas à travers ce que vous dites là et des messages que je reçois, je suis content que ça mette un petit éclairage sur un quotidien qui est parfois pénible. Il y a des visages dans cette assemblée qui ont travaillé avec moi. Fabrice, que je vois là, on s'est connus, on était tout petits. Je suis très heureux de te voir, Fabrice, je t'ai vu arriver tout à l'heure. Bon, Fabrice, il m'a connu en pleine santé, et puis il n'a pas, tout l'épisode d'après, par exemple, il n'a pas connu, mais Florian, qui a travaillé avec moi, qui est là, qui est rédacteur en chef aujourd'hui, Big Boss de France 3 à Aquitaine, il m'a vu dans mon quotidien professionnel. Moi, j'ai jamais, encore une fois, ça faisait partie de mon caractère, moi, je me suis jamais plaint dans ma vie de tous les jours, je n'ai jamais manifesté voilà, des choses qui me faisaient souffrir, mais pas que physiquement, Je parlais des remarques ou des choses qui vous empêchent de faire. Ça, c'est terriblement frustrant, quoi. Et quand on se sent un peu à la marge comme ça, ça peut être pesant. Donc, vous n'êtes pas seul. Voilà. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça aussi de manière chronique avec d'autres choses. Je parle des personnes qui n'entendent pas d'une oreille, qui parfois peuvent se sentir exclues d'une discussion, d'autres maladies chroniques qui impactent véritablement sur le quotidien des gens. Donc, relativiser. Moi, je peux vous donner que ce conseil-là, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est dur, il y a des moments difficiles, mais il y a pire. Et puis, si un jour vous avez un coup de moins bien, allez dans les centres de rééducation avec
Voilà. Voilà. Prenez une leçon de vie, vous ressortez là, vous dites, bon, allez, qu'est-ce qu'on va aller se plaindre. En revanche, ceux qui se plaignent de maux de tête, de trucs comme ça, voilà. On devient un peu intolérant à ce genre de choses. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci pour votre venue. Je résume un petit peu tout ce qui a été dit et toutes mes questions étaient un peu liées à ça. J'ai une question un peu technique par rapport au monde de l'entreprise. J'ai dirigé pendant une dizaine d'années un pôle handicap que j'ai créé dans une très grosse société en France, où on rencontrait beaucoup de difficultés de faire connaître l'handicap. Parce que très souvent, quand on veut illustrer l'handicap, on a l'impression que c'est un fauteuil roulant et pas autre chose. Et c'est vrai que j'étais confronté pendant pas mal d'années à ça, où on se rendait compte que 80 à 90% des travailleurs handicapés n'étaient pas déclarés dans les entreprises, de peur d'être stigmatisés ou autre. Et je voulais savoir si depuis, notamment votre livre ou autre, vous avez été sollicité par différentes sociétés qui ont pu demander votre aide. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, notamment du monde du rugby, qui aujourd'hui travaillent dans les entreprises et qui interviennent dedans. Et je voulais savoir si, dans ce sens-là, vous aviez été sollicité. Oui. Oui, la réponse est oui, énormément. Et bon, après, voilà, je ne peux pas me dédoubler, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations, mais oui, effectivement, parce qu'il y a un gros travail à faire en ce sens dans les entreprises notamment. Alors moi, je fais partie d'un grand groupe où peut-être que le handicap est mieux abordé, mieux traité. Il fait partie de... vous le savez, hein, il y a des objectifs aussi hein, dans les entreprises par rapport aux personnes handicapées. Ça vous donne parfois quelques petites subventions ou ristournes. Ça aussi, c'est très, très français. Mais toujours est-il que vous avez dit quelque chose de très juste. Moi, pendant plus de 20 ans, à France Télévisions, je n'ai pas déclaré le handicap invisible que j'avais. Et pour plusieurs raisons. Pas forcément parce que j'avais peur d'être stigmatisé, parce que moi, ça se voyait quand même, hein, avec une jambe raide, quand vous marchez dans les couloirs, on visualise assez vite qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'était pas par rapport à ça, moi c'était plus par rapport à l'impact que ça a sur votre vie dans la société. Je vous prends un exemple très précis. Alors depuis la loi a changé, mais avant 2014, le droit à l'oubli n'existait pas pour les personnes victimes de cancer. Donc moi par exemple, mon premier cancer je l'ai eu en 97. Jusqu'à 2014, une banque pouvait très bien me refuser un emprunt pour acheter un appartement, ou majorer une assurance parce que j'avais été victime d'un cancer. Donc moi, pendant très longtemps, j'avais conscience de ça, et je ne disais pas, mais même quand j'ai emprunté pour acheter mon appartement, mon premier appartement 2009, je n'ai rien dit à la banque, et le droit à l'oubli n'existait pas. Depuis, je crois que c'est une loi de 2014, hein, si je ne dis pas de bêtises, les choses ont changé. Et donc ça c'est bien déjà, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pu être victime d'un cancer ou d'une maladie autre, mais on n'en tient pas rigueur au moment de faire des emprunts, des crédits, des choix de vie importants. Et moi j'avais toujours ça en tête, j'avais cet exemple-là, et dans l'entreprise, il y avait ce côté de faire partie du 1 ou 2%, un peu... symbolique, il y avait un truc qui me dérangeait, mais tous les ans j'avais quelqu'un des RH qui m'appelait, on fait la campagne, tous différents, mais machin, vous venez sur la photo, et en fait non, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. En revanche, en ayant basculé là depuis un an dans ce que je considère comme être le vrai monde du handicap, parce que jusqu'à présent je n'avais pas perdu un membre, je ne me sentais pas complètement assimilé en tout cas ou catégorisé en tant que personne handicapée. Ça aussi je le décris dans le livre. J'ai vu des choses assez révoltantes et qui méritent effectivement qu'on agisse. Et donc, pour revenir à votre question initiale, j'ai évidemment beaucoup de sollicitations d'entreprises pour faire avancer les choses. J'ai travaillé avec la GFIP que vous devez connaître. Il y a peu de temps, on a fait un congrès au Havre. Mais c'est de manière générale le regard
de notre société sur le handicap qui doit changer, et pas que dans le milieu de l'entreprise, dans la société en général. On l'évoquait, on déjeunait ce midi juste avant de nous rejoindre. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France, c'est colossal. Et on sera tous, un jour ou l'autre, confrontés, malheureusement, à un handicap quel qu'il soit. Hein. Et donc, c'est notre responsabilité à tous d'agir le plus vite possible. Alors là, il y a les Jeux Olympiques et les Paralympiques qui arrivent, qui doivent donner un peu de visibilité à tout ça. On est loin du compte sur, je peux vous le dire, sur les accès, notamment dans les transports en commun à Paris en ce moment. Donc il y a un boulot colossal à faire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur Lartaud. Bonjour. Ravi de vous rencontrer après. Vous avez bercé ma jeunesse, ma petite jeunesse. Je prends un coup de vieux tout de suite. Est-ce que j'ai deux petites questions sportives. La première, est-ce que pour vous, la France est un pays de sport? Et la deuxième, vous avez combattu votre amputation il y a quelques mois pour permettre de participer à la Coupe du Monde 2023. Dans 4 ans, c'est l'Australie. Est-ce que votre amputation elle aurait pu être faite dans 4 ans? Est-ce que vous aurez fait le même combat pour participer à la Coupe du Monde en Australie? Alors moi, j'ai participé à mon niveau. Hein. Je n'étais pas sur le terrain. Hein. Je n'avais pas cette ambition-là. Non, l'amputation, elle n'aurait pas pu attendre. C'était une question de survie. Hein. Il a fallu... la récidive a été diagnostiquée en avril. On est quasiment, Sybille me le rappelait tout à l'heure, hein, c'est mieux. On est quasiment au jour J, un an après. Donc l'amputation devait intervenir dans les deux mois qui suivaient. Il y avait urgence, donc j'aurais pas pu attendre évidemment 2027. Et pour répondre à votre première question, c'est vrai que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très français parce qu'on se pose toujours cette question-là à l'approche des grands événements. Est-ce qu'on est une nation de sport? Pour avoir beaucoup voyagé, et j'ai eu cette chance-là dans ma carrière, si on se compare à des nations comme l'Australie, on est très très loin d'être une nation de sport dans notre approche tous du sport. D'ailleurs, on est obligé de matraquer en ce moment cette campagne du ministère qu'il faut faire 30 minutes d'activité par jour, bouger, etc. Donc ça prouve bien que si on est obligé de dire ça au quotidien aux Français, c'est qu'on n'est pas tout à fait une nation du sport. On ne l'est pas non plus dans les infrastructures encore, même s'il y a des progrès qui sont faits et dans la perspective d'accueillir un événement comme les Jeux Olympiques, il y a quand même des choses qui ont été faites récemment, mais on est encore loin. On le voit bien, la place du sport à l'école. On est très 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 loin de certaines nations aujourd'hui. Moi, je crois que le cœur de tout ça, c'est de remettre le sport à l'école, mais de manière plus intensive, avec des gens aussi peut-être davantage formés, même si je ne jette pas la pierre aux profs de PS qui font ce qu'ils peuvent, mais parfois ils n'ont pas les moyens nécessaires pour développer encore davantage leur activité. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir, mais c'est une réflexion globale. Et 2027, oui, j'espère être à la Coupe du Monde avec l'équipe de France qui soulèvera peut-être pour la première fois le trophée de la Bélice. On lui souhaite. On est bon? Il y a encore une question? Je voulais juste très beaucoup de légèreté. Ça aide d'être le fils de M. Lartaud? Ah non. Ah non. Non, ça aide pas beaucoup, d'autant que moi, mon fils, il joue talonneur. Il est assez grand, il est assez costaud, et je suis allé le voir jouer. En fait, quand je vais le voir jouer, j'essaie de rester loin, parce que le pauvre, après, là, les adversaires identifient que le père est là, donc c'est encore pire pour lui. Et je suis quand même allé le voir jouer
récemment. Là, il jouait contre Bourgoin. Il est en espoir, mon fils. Et ça chambre, quoi. Bon, après, c'est rugby, donc ça reste dans l'esprit, c'est cool, etc. Mais je suis pas sûr qu'il soit il aurait préféré être incognito et faire son petit bonhomme de chemin. Bon, comme tous les fils d'eux, il y a beaucoup de fils d'eux dans le monde du rugby, et encore peut-être plus en ce moment. Vous le voyez avec les Romain de Tamac et autres. Damien Penaud, qui est devenu presque un régional de l'étape maintenant, qui joue à l'UBB. Comment s'appelle votre fils en Australie? L'arto qui s'en va comme un pro. Ouais. Je lui souhaite, mais bon, il est encore jeune et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est pas facile tous les jours pour lui, malheureusement. J'aurais préféré qu'il choisisse un autre sport d'ailleurs. Bon, on va passer. Merci en tout cas. Merci à vous. Il y a une dernière question. Alors, pendant que j'ai le micro, je vais en profiter parce qu'après, pour le récupérer, il y a du stock. Vous pouvez en acheter 1, 2, 3, 5, 10. Allez-y. 20 même. Voilà. Mathieu ne prend pas le train ce soir, donc il est là jusqu'à. Bon, doucement, On va laisser Mathieu s'installer. Il s'installe devant. L'idée, c'est de faire une ligne à peu près correcte. On va essayer d'enlever un peu les chaises pour que vous puissiez vous installer un peu mieux. Et sinon, vous faites le tour 3 fois de la librairie sans problème. Il y avait une dernière question. Il y avait une dernière question. Voilà. Votre tête me dit quelque chose. Non, je crois pas. Non. Bonjour Mathieu, je vais me permettre de tutoyer avec les nombreuses après-midi et soirées qu'on passe ensemble avec toi au rugby. Et il y en aura encore plein d'autres pour moi. Je suis ravi de te rencontrer parce que moi je passe de très bons moments avec toi quand tu commentes le rugby. Et je salue toujours la qualité de tes jeux de mots. Même s'ils sont moins bons, je suis le seul à rigoler à la maison, donc je suis bon public. Mais voilà, il y a toujours un peu de déchets, c'est comme tout. Forcément. Donc continue comme ça. Je salue ta capacité à relativiser. On peut tous s'appliquer à nous tous. Tu as déclaré que tu avais eu des choses que tu ne pouvais pas faire avec tes enfants, notamment des balades en vélo et sûrement plein d'autres choses. L'objectif d'être à la Coupe du Monde a été important pour toi, j'imagine, à guider ta guérison. Est-ce que tu t'es fixé un objectif avec tes enfants, de réaliser un voyage en vélo, de faire un saut en parachute, pourquoi pas de prendre une vague en surf, parce que maintenant on peut faire pas mal de choses malgré tout. Donc est-ce que tu t'es fixé un objectif, quelque chose à faire avec eux, qui n'est peut-être pas dévoilé ici, mais est-ce que tu as quelque chose de prévu avec eux? Non. Honnêtement, bon, j'ai passé l'âge de me fixer des objectifs de déglingo avec mes enfants, mais comme tu l'as dit, je vais te tutoyer en retour, une sortie en vélo, je n'avais jamais fait de vélo avec mes enfants. Je leur ai pas appris à faire de vélo, ce qui pour un père est quand même assez frustrant, je le raconte aussi dans le livre. Donc ne serait-ce que déjà faire une sortie vélo, c'était déjà génial. Là je rentre, j'étais en vacances au Maroc la semaine dernière, on est allé faire du buggy dans le désert, je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas été amputé, parce que moi j'avais vraiment une jambe qui était dans un état catastrophique, donc ça aurait été strictement impossible. Donc il y a des petites joies comme ça, nouvelles, qui sont assez appréciables, sans se fixer forcément un truc, on va sauter pour le symbole en parachute, etc. Les petits plaisirs de la vie, quoi. La petite balade en vélo en famille que je n'ai jamais pu faire, dorénavant c'est possible. Offrir une petite excursion dans le désert marocain, voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau, symboliquement 1 an après tout ce qu'on vient de vivre. Donc voilà, c'est des petites choses du quotidien que je n'ai jamais pu leur offrir, même si je raconte cet épisode dans le livre où parfois on partait en vacances et je prenais sur moi, on partait faire des randonnées, j'étais dans un état lamentable, je me mettais minable. Je savais que ça allait me coûter, mais mes enfants, ils ont vécu par ricochet le handicap qui était le mien, et ils connaissaient les conséquences de tout ça. Les fêtes anniversaires, mon fils, il savait que j'allais pas aller courir dans le parc avec ses copains, jouer au rugby. Bon, voilà, ça c'est des choses qui m'ont longtemps frustré. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une jambe bionique va me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire avec eux. Et ça, c'est déjà top pour moi. Voilà. Merci à toi. Merci à tous.